Le terme de chose désigne ce qui se manifeste et que l'on ne désigne qu'en tant que tel. Désigner un être comme chose, c'est donc, dans le langage courant, ne désigner un être que dans sa réalité, sans lui attribuer des qualités spécifiques propres à le caractériser précisément, à le définir. La chose est donc ce qui existe, sans qu'on ne soit capable d'en dire plus. Elle est quelque chose, indéterminé, indéfini. Dans les méditations métaphysiques, Descartes parvient, au bout de la mise en œuvre du doute méthodique, à la certitude d'être, minimalement, une chose qui pense, une res cogitans. Mais qu'est-ce donc que je suis, demande-t-il, une chose qui pense. Qu'est-ce qu'une chose qui pense? C'est une chose qui doute, qui entend, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. Il affirme ainsi la nécessité logique d'une substance pensante qui serait à l'origine de nos pensées, de nos perceptions, de nos conceptions, et tire de cette nécessité logique l'existence certaine du cogito, c'est-à-dire d'un je pense. Mais si cette substance est découverte par ses effets, à savoir les pensées, elle reste en tant que res, en tant que chose, indéterminée et indéfinissable clairement. Au fond, dire d'un être qu'il est une chose qui pense ne signifie pas définir ce que cette chose qui pense est effectivement. Si la pensée doit donc bien avoir une origine, et que cette origine se trouve dans une substance telle qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose qui pense, l'enjeu sera maintenant de définir précisément ce que cette chose peut être, c'est-à-dire la faire passer du statut de chose, indéterminée, indéfinie, qui se manifeste simplement par ses effets dont elle est le support, substance, au statut d'être qualifié, définissable, connaissable en soi. Or, c'est la qualification même de cette chose qui pense qui apparaît problématique. La pensée causée par cette chose n'est pas, elle-même, un attribut fixe, une qualité déterminée dont on pourrait partir pour définir la chose qui en est la cause. Au contraire, la pensée apparaît non pas elle-même comme un être, mais comme un flux, c'est-à-dire comme ceux qui, justement, ne cessent jamais d'être autre chose qu'elle-même, et ne cessent jamais d'être pensante. Si nous reprenons la terminologie cartésienne de la res cogitans, le cogitans signifie bien ici en pensant, c'est-à-dire en train de penser. L'être d'une chose qui pense est donc l'être d'une chose en train de penser, c'est-à-dire l'être d'une chose qui produit un effet tel qu'on ne puisse le caractériser précisément, et si la chose qui pense est une substance, c'est-à-dire l'être qui se tient au-dessous et qui supporte certaines qualités, elle ne doit pas se confondre avec les qualités dont elle est le support, sans quoi elle ne pourrait justement pas être une chose, mais toujours autre chose, puisque comme nous l'avons dit, la pensée dont elle est la cause n'est jamais une pensée, mais toujours des pensées en train d'être pensées. Quel est donc l'être de cette chose qui est le support de la pensée, mais qui n'est pas soi-même pensée, et qui doit, en tant que chose, se maintenir dans son identité? Cet être qui pense peut être saisi par la pensée elle-même. Ainsi, en tant que je suis moi-même pensant, je peux me saisir, par réflexivité, dit-on, comme une chose qui pense. Nous pourrions donc considérer que cette chose qui pense, en tant qu'elle est capable, par la pensée même, de s'auto-saisir, est aussi capable de se caractériser dans son être, c'est-à-dire de se découvrir dans sa définition. La découverte, par une chose qui pense, non pas seulement de ses pensées, mais du support de ses pensées, serait la découverte de sa subjectivité, c'est-à-dire de sa nature de sujet. Le sujet désignerait alors ce qui est jeté au-dessous de nos pensées comme support de ces pensées, c'est-à-dire comme substance de nos pensées. La subjectivité découverte par l'autosaisissement de la chose qui pense serait alors le mode par excellence de la révélation de l'être d'une chose qui pense, considérée comme permanence du support subjectif sous les aléas et variations de la pensée dans le temps. Cependant, un tel autosaisissement n'est possible que par la pensée elle-même. Autrement dit, si une chose qui pense peut découvrir ce qu'elle est par la pensée même, alors nous pouvons douter du fait que le support ainsi découvert est effectivement une substance, puisqu'il ne nous apparaît qu'au cœur du cogitans, c'est-à-dire du flux réflexif. La subjectivité, le « je », n'est donc peut-être pas l'être de cette chose qui pense,
mais un simple événement de la pensée de cette chose, c'est-à-dire non pas la cause de nos pensées, mais l'une de nos pensées que nous considérerions abusivement comme substance, alors qu'il n'est que qualité. L'enjeu de notre réflexion est donc de comprendre ce qu'être une chose qui pense signifie. Peut-on considérer qu'il existe une substance à l'origine de la pensée, qui en serait la cause et le principe d'unification ? Et si oui, est-il possible de définir cette substance et de la caractériser non pas seulement comme chose, mais bien positivement selon une définition claire et précise ? Et si non, comment comprendre l'existence de la pensée, dont nous faisons l'épreuve empirique, sans supposer une cause à ces pensées, c'est-à-dire sans admettre l'être d'une chose qui pense, qui serait le support de nos pensées ? Pour résoudre ces problèmes, nous expliquerons d'abord en quoi apparaît nécessaire de supposer qu'une chose qui pense est, pour rendre compte de nos pensées elles-mêmes. Ensuite, nous verrons comment l'autosaisissement de la pensée par elle-même permet la découverte de la chose pensante, considérée comme subjectivité. Enfin, nous reviendrons sur le concept d'être, et nous nous demanderons s'il est finalement applicable à l'ordre de nos pensées, ou s'il ne faut pas plus parler, pour cette chose qui pense, d'existence. Considérer l'être d'une chose qui pense, c'est d'abord comprendre ce que signifie la pensée elle-même. Que signifie penser pour cette chose qui pense ? Si nous partons de notre expérience subjective de la pensée, il apparaît d'abord que nous ne pouvons pas détacher la pensée des pensées ou des idées que cette pensée contient. Autrement dit, considérée à partir de notre expérience subjective, penser désignerait l'expérience interne d'une conscience traversée d'actes mentaux, c'est-à-dire d'idées, de représentations, et désignerait donc l'activité psychique considérée dans son ensemble. Dans sa définition la plus large, penser désignerait donc une activité par laquelle une conscience a des idées, et la pensée renverrait alors au processus en lui-même, c'est-à-dire à l'enchaînement temporel de nos idées, à la suite logique de nos idées. Or, si la pensée signifie bien avoir des idées, c'est-à-dire des contenus mentaux qui s'enchaînent logiquement dans le temps, alors il apparaît nécessaire que cette activité de la pensée trouve quelque part une origine, un point de départ. Si nous remontons temporellement le processus de la pensée, il apparaît évident que ces pensées viennent de quelque part, et une généalogie de la pensée, remontant dans le passé de nos idées, devrait découvrir quelque chose qui pense ces pensées. Si nous remontons logiquement les processus, il semble tout aussi nécessaire que cette activité soit activité de quelque chose, c'est-à-dire que les idées soient supportées par quelque chose qui les pense, sans quoi on ne comprendrait pas comment ces idées auraient pu logiquement apparaître. Bref, si penser désigne bien un acte par lequel des idées sont produites, il faut bien que quelque chose agisse. De ce point de vue, l'événement de la pensée implique temporellement et logiquement qu'une chose pense. L'être d'une chose qui pense est donc, premièrement, d'être cause de la pensée elle-même, et si nous pouvons minimalement dire qu'il y a quelque chose qui pense, c'est au sens de l'étymologie latine du terme chose, causa, qui signifie cause. La nécessité d'une cause de la pensée est justement ce qui permet à Descartes, dans la première méditation métaphysique, de découvrir la nécessité du cogito à la racine de nos idées, aussi fausse puisse-t-elle être, comme une nécessité causale, puisqu'il faut bien que quelque chose pense mes pensées. Remonter de la sorte la chaîne temporelle et logique de la pensée implique donc d'admettre l'être d'une chose qui en est la cause initiale. Être une chose qui pense serait donc être ce qui cause la pensée. Dans la deuxième méditation, Descartes répond à la question « Mais qu'est-ce donc que je suis ?» en disant qu'il est une chose qui pense, et qu'est-ce qu'une chose qui pense, c'est-à-dire, rajoute-t-il, c'est-à-dire une chose qui doute, qui conçoit, qui affirme, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine et qui sent. La substance pensante est donc définie par un certain nombre de fonctions qu'elle réalise, qu'elle actualise. La chose qui pense, doute, conçoit, affirme, nie, veut, imagine et sent. Mais dans quelle mesure une telle caractérisation de la chose qui pense par les fonctions que cette chose réalise permet effectivement de définir la substance pensante ? Pour le dire autrement, si nous pouvons admettre qu'une chose qui pense est capable de douter, d'affirmer, de nier, de vouloir, cela ne signifie pas que cette chose se confond avec ses opérations, et il est possible que l'être de la chose qui pense se distingue ontologiquement de la pensée qu'elle produit.
La question est donc de savoir si nous pouvons bien connaître l'être de la substance qui pense à partir de ces opérations. Dans les principes de la philosophie, Descartes considère justement que la connaissance que nous avons des substances ne peut se faire qu'à partir de ses attributs. Je cite, « Il faut, outre cela, qu'elles aient quelques attributs que nous puissions remarquer. » En effet, seul le néant, écrit-il, ne peut avoir aucun attribut ni propriété. Et si donc nous faisons subjectivement l'expérience de la pensée, nous pouvons déduire que cette pensée doit nécessairement être l'attribut d'une substance. Le cogito cartésien relève bien d'une inférence de la substance pensante à partir de la conscience que j'ai de la pensée. Si je m'aperçois penser, alors je suis une substance pensante. Nous pourrions donc poser l'être d'une chose qui pense à partir de notre propre expérience subjective de la pensée en nous. La réflexivité désigne justement l'acte par lequel une chose qui pense serait capable de se penser elle-même, c'est-à-dire de se saisir comme objet de sa propre pensée, et donc de découvrir ses déterminations. Avoir conscience de soi, c'est donc avoir conscience d'être soi-même une chose qui pense, c'est-à-dire l'être d'une substance qui est support, subjectum, de nos pensées. Or, l'acte réflexif n'est pas sans difficulté quant à l'attribution de qualité à la chose qui pense, c'est-à-dire quant à la détermination ontologique de ce qu'est cette chose pensante à l'origine de la pensée. Faire par exemple de la subjectivité, c'est-à-dire du cogito, l'essence de la chose qui pense, son être. N'est-ce pas confondre la substance pensante avec l'un des événements de la pensée? Pour le dire autrement, le cogito est-il l'être même de cette chose qui pense en moi, et dont je prendrai conscience par réflexivité, ou simplement un effet de cette chose qui pense en moi, et qui, en tant que telle, se distingue encore ontologiquement de la substance qui produit mes pensées? Et si nous admettons que le cogito est caractérisation d'une substance pensante en moi, cet acte réflexif est-il par là même capable de saisir dans sa totalité l'être de cette chose qui en est la cause? Comment savoir si l'acte réflexif est capable de penser l'être de la chose qui pense, et non pas seulement des aspects de cet être? Comment être certain que la substance à l'origine de la pensée n'est pas précisément aveugle à la pensée elle-même? Les sciences cognitives se fondent, par exemple, sur la distinction fondamentale entre la cognition et la métacognition, c'est-à-dire sur la différence entre les mécanismes physico-chimiques du cerveau et la conscience que j'ai de ces mécanismes à travers l'expérience subjective de mes perceptions et de mes conceptions. Entre la chose qui pense, le cerveau, les réseaux neuronaux, la matière biologique, et la pensée, la conscience, le sentiment, la perception, etc., existe un gap que la pensée ne peut réduire par un retour auto-réflexif. Je peux bien m'efforcer de penser ce qui me fait penser. Je ne pourrais saisir consciemment les processus biologiques qui expliquent l'événement de ma conscience. Peut-être suis-je donc capable de dire qu'il existe une substance qui pense, mais son être, sa nature profonde, m'échappe et reste obscur pour moi. Autrement dit, le subjectum, considéré au sens strict comme ce qui se tient dessous, mes pensées, ce qui les supporte et les rend possibles, je n'en ai pas la connaissance et son être m'échappe. Un tel questionnement se retrouve dans les débats autour de la capacité de la conscience de soi, pensée comme acte réflexif par lequel un être se saisit de lui-même dans sa pensée et se caractérise alors comme sujet de sa pensée, c'est-à-dire comme support de sa pensée, comme je qui pense, à se saisir authentiquement de ce qui est son support. Ainsi, dans les objections, Arnaud conteste le postulat cartésien de la transparence de la pensée à elle-même. Je cite, « Cette proposition me semble fausse que M. Descartes donne pour une vérité très constante, à savoir que rien ne peut être en lui, en tant qu'il est une chose qui pense, dont il n'ait connaissance. Qui ne voit qu'il peut y avoir plusieurs choses en l'esprit, dont l'esprit même n'est aucune connaissance? Par exemple, l'esprit d'un enfant qui est dans le ventre de sa mère a bien la vertu ou la faculté de penser, mais il n'en a pas connaissance. Si la chose qui pense a la faculté de produire des pensées que la conscience de soi ne peut pas saisir, alors il apparaît possible que nos pensées soient aussi incapables en soi de saisir précisément ce qui est à l'origine. Nous pouvons donc admettre qu'il ne peut y avoir logiquement de connaissance immédiate de la res cogitans, de la chose qui pense.
Si nous voulons connaître la chose qui pense en nous, nous usons de la conscience réflexive et donc de la pensée elle-même. Nous prenons donc le risque de confondre un acte de la chose qui pense avec la chose elle-même. Les études que mènent les sciences cognitives sur les processus mentaux et les opérations physico-chimiques de notre cerveau semblent dépasser cette difficulté en objectivant la connaissance de la chose qui pense. Matériellement fondé, l'événement de la pensée semble pouvoir s'expliquer par la compréhension des lois vitales qui déterminent le fonctionnement d'un organe matériel qui cause la pensée. L'être de la chose qui pense pourrait donc être ramené logiquement au cerveau, considéré alors comme la chose qui, en nous, pense. Toutefois, aussi séduisante puisse être cette réduction de la pensée au processus matériel qui semble la déterminer, elle ne permet pas vraiment de résoudre la difficulté contenue dans l'expression « être une chose qui pense ». En effet, la découverte dans les années 70 de la plasticité cérébrale implique de comprendre le cerveau non pas comme un être défini dans ses lois et ses processus, dans sa géographie et dans ses mécanismes, mais un système dynamique qui se reconfigure perpétuellement. Autrement dit, l'être de ce cerveau ne cesse pas d'être problématique, même à admettre que la pensée pourrait se réduire à des processus matériels. Mon existence subjective, c'est-à-dire la manière dont, en tant que conscience, je me confronte au réel, j'apprends de lui, j'éprouve des expériences, modifie en fait en profondeur les dynamiques matérielles qui permettent à ma pensée d'avoir lieu. De ce point de vue, est-il encore pertinent de dire que je suis une chose qui pense ? Ne faudrait-il pas plutôt considérer que cette chose n'est jamais justement la même chose, et donc de repenser la question de la pensée et de son origine, sans faire intervenir le postulat d'une substance fondamentale qui en serait la cause déterminante. Ainsi, loin de répondre définitivement à la question de ce que signifie la pensée pour une conscience, ou de résoudre, une bonne fois pour toutes, le problème de la définition substantielle de ce qui pense, les études en neurobiologie, en sciences cognitives, nous poussent à reprendre la question au départ. Si nous voulons comprendre ce que penser signifie, et ce qu'être une chose qui pense peut bien vouloir dire, il nous faut repartir, comme Descartes dans ses méditations, de l'événement subjectif de la pensée et du sens de cet événement quant à la détermination de ce que nous sommes nous-mêmes comme êtres pensants. Nous avons vu que, contre la distinction cartésienne entre la substance matérielle res extensa et la substance spirituelle res cogitans, la science contemporaine pouvait nous donner l'impression trompeuse que la chose qui pense se réduisait à un être corporel, le cerveau, dont les processus biologiques, c'est-à-dire matériels, seraient la cause de la pensée et de la conscience de la pensée. Une telle idée est déjà celle que soutenait Lamétrie dans L'Homme-Machine quand il soutenait que l'esprit n'était que la conséquence d'une organisation complexe de la matière biologique. Or, c'est précisément à partir des études récentes sur la matérialité de la pensée qu'une telle réduction mécaniste peut être critiquée. En effet, la plasticité cérébrale, par exemple, montre, comme nous l'avons dit, que les événements subjectifs interfèrent et modifient matériellement la substance pensante. Ainsi, quand j'apprends, je modifie en fait matériellement mon cerveau en complexifiant mon réseau neuronal. De ce point de vue, l'idée que nous ne serions qu'une chose qui pense, entendue au sens restrictif d'une machinerie organique, d'un être matériel qui causerait la pensée, est une simplification abusive. La différence entre une machine et notre cerveau, c'est que contrairement à la machine, les effets de notre cerveau, c'est-à-dire les contenus psychiques, conscientisés ou non, modifient notre cerveau. Alors que la machine ne se modifie pas elle-même en accomplissant ses fonctions, sinon par dégradation progressive, le cerveau, lui, change en pensant. La subjectivité, c'est-à-dire la capacité de la chose qui pense à se penser elle-même, réflexivement, comme support de sa pensée, et à infléchir volontairement sa pensée, par des actes mentaux actifs comme le raisonnement ou l'apprentissage, n'est donc pas un simple résultat, une simple conséquence de la substance pensante, mais bien aussi la cause de cette substance dans ses modifications internes. Le cogitatum de la conscience, c'est-à-dire, pour reprendre un lexique husserlien, ce que la conscience contient comme objet de pensée, modifie donc le cogito et la substance matérielle à la base de ce cogito. L'enfant qui apprend à lire ne fait pas seulement l'expérience des conséquences de ce qu'il pense en lui comme substance matérielle, mais modifie en fait activement cette substance. Nous ne pouvons donc pas dire qu'il est
une chose qui pense, mais qu'il devient. En effet, si une conscience qui pense, c'est-à-dire l'être pensant, modifie activement la substance qui lui permet de penser, alors il n'est pas correct de dire qu'il est une chose qui pense, ou qu'une chose est en lui comme cause de sa pensée. Si, en nous, une substance cause effectivement notre pensée cause aussi cette substance, de telle sorte qu'elle ne correspond plus à la définition de la substance comme ce qui se tient en dessous et tient bon dans son être. L'être implique en effet une stabilité ontologique, telle que nous puissions dire de ce qui est qu'il se maintient dans sa définition. Être, c'est être encore cela, c'est rester cet être-là. Or, être une chose qui pense, c'est précisément toujours modifier son être, c'est-à-dire devenir, changer d'état. Nous comprenons donc que, ramenée à ces conditions matérielles, la chose qui pense n'est pas, mais devient, puisqu'elle se modifie en même temps que le cours de la pensée. Or, ce point permet de comprendre la particularité et l'importance dans notre questionnement de notre position de sujet. Nous ne sommes pas seulement des choses qui pensent, mais plus encore des choses qui pensent et savent qu'elles pensent. Or, une telle conscience de soi, c'est-à-dire une telle connaissance de sa pensée comme issue de soi, double notre réflexion sur la dimension existentielle de la pensée. En effet, si nous sommes capables de savoir que nous pensons, cela signifie aussi que nous sommes capables consciemment et volontairement d'infléchir notre pensée. Puisque nous nous savons penser, nous avons la capacité de penser à quelque chose comme un acte volontaire. Or, si la pensée modifie la substance qui pense, ici le cerveau, cela signifie que non seulement notre substance devient et n'est pas, mais plus encore que nous avons en notre pouvoir de la faire devenir en décidant volontairement de penser à quelque chose. Il est par exemple démontré que l'acte volontaire de remémoration des événements permet de lutter contre la maladie d'Alzheimer. Stimuler volontairement notre mémoire nous permet ainsi de modifier ce qui est la cause matérielle de notre remémoration. Non seulement donc, ce qui cause notre pensée n'est pas un être, mais quelque chose qui ne cesse d'évoluer d'un état à un autre et donc de devenir, mais plus encore, nous sommes, en tant que sujet conscient, capables volontairement d'agir sur ce devenir et donc de devenir nous-mêmes. Nous ne sommes donc pas, nous existons, au sens où l'existence désigne l'opération par laquelle une conscience peut, volontairement, se projeter dans ce qu'elle n'est pas encore et infléchir sa pensée vers cette potentialité ouverte, s'y acheminer. Être une chose qui pense et le savoir permet donc une conversion fondamentale telle que nous ne sommes pas, comme conscience, les conséquences impuissantes des opérations d'une chose qui penserait, mais nous sommes, au contraire, comme conscience, cause de notre pensée et cause de ce qui cause notre pensée. La conscience de la pensée permet donc de n'être plus le résultat d'une chose qui pense, mais d'exister comme sujet d'une pensée qui ne cesse de devenir, tant dans ses manifestations finales, le contenu de notre pensée, que dans ses causes matérielles initiales, le cerveau et ses réseaux neuronaux complexes. Nous ne serions donc pas une chose qui pense, mais un sujet qui devient, à partir du moment où nous pourrions, en tant que conscience, infléchir volontairement le cours de notre pensée ou activer volontairement certaines fonctions spécifiques de la pensée, par exemple la remémoration. Nous ne pourrions donc pas dire que nous sommes une chose qui pense, mais que nous devenons, au sens où notre pensée, ainsi conscientisée, serait le fruit d'un devenir permanent, c'est-à-dire d'un changement d'état continuel causé par l'activité de la pensée elle-même. Un tel raisonnement conduit à rejeter le concept de substance spirituelle ou matérielle comme être à la base de la pensée, au profit d'une conception dynamique de l'activité intellectuelle, entendue en son sens le plus large comme production de représentation. L'idée d'une substance fixe à la base de notre pensée serait donc une fiction, c'est-à-dire une représentation illusoire de la source causale de la pensée. Le réductionnisme mécaniste ou le postulat d'une substance spirituelle sont deux positions philosophiques qui, finalement, admettent toutes les deux l'unité d'une chose qui, considérée comme substrat des contenus psychiques, unifierait nos idées sous le patronage d'une chose unique et identique
qui leur donnerait une cohérence. Or, n'est-il pas nécessaire d'aller jusqu'au bout des conséquences philosophiques de notre précédent propos ? Si nous avons bien remis en cause l'existence de la notion de substance en considérant la pensée comme produit d'une dynamique plus que d'un être, d'un devenir plus que d'une substance, nous avons finalement déplacé le problème en postulant l'unité d'une conscience qui, par un acte réfléchi, est capable de se faire devenir. Autrement dit, nous avons reconduit l'idée d'une stabilité de l'être qui pense en affirmant la pertinence du phénomène de la conscience de soi comme unité de la pensée. En effet, si nous admettons qu'il est possible d'infléchir nos pensées, cela suppose bien que nous affirmons que la conscience de soi est assez unifiée et identique dans le temps pour être la cause d'une volonté, sans quoi il ne pourrait y avoir de vouloir, mais seulement des aléas et des circonstances trop éphémères pour être infléchis par un acte conscient. De là un paradoxe. Alors même que nous voulions remettre en cause l'idée d'une chose qui pense, parce que nous refusions la stabilité supposée de la substance intellective, nous avons postulé cette stabilité dans la conscience de soi. Si nous disons qu'il n'y a pas de chose qui pense, mais un sujet qui devient, alors nous continuons à dire qu'il y a quelque chose qui devient, et nous reconduisons donc la fiction d'un être assez stable pour dire qu'il est cette chose-là, c'est-à-dire un sujet. Une telle critique est celle produite par Nietzsche contre le cogito cartésien dans le paragraphe « Erreur d'une fausse causalité » du Crépuscule des idoles. Il écrit « On a cru de tout temps savoir ce qu'est une cause. Mais d'où tirons-nous notre savoir, ou plutôt, dans ce cas précis, notre croyance de le savoir ? Du domaine des célèbres données internes, dont aucune jusqu'à présent ne s'est révélée comme une donnée de fait, nous croyons être nous-mêmes de nature causale dans l'acte de la volonté. Là, au moins, nous supposions être en mesure d'attraper la causalité sur le fait. De même, on ne doutait pas que tous les antécédents d'un acte, ses causes, fussent à chercher dans la conscience et puissent y être retrouvés, sous forme de motifs, si l'on les y cherchait. Sinon, pour cette action, on n'aurait pas été libre, on n'en serait pas devenu responsable. L'unité du sujet ou du cogito ne relève pas d'une donnée de fait, mais d'une donnée interne, de données internes, c'est-à-dire d'un sentiment, d'une idée. Nous nous sentons être sujets. Cela ne veut pas dire que nous sommes sujets. L'intérêt pour notre réflexion ici est que cela montre l'importance pour penser la pensée que de la ramener à l'unité d'un être, que cet être soit une substance matérielle ou immatérielle, ou même le sujet comme identité d'une conscience dans le temps. Réfléchir à l'expression « être une chose qui pense », c'est donc peut-être moins se demander s'il y a effectivement un tel être, tel qu'on puisse dire qu'il est une chose qui pense, que de s'interroger sur cette apparente nécessité ontologique dans la réflexion sur notre pensée et sur son origine. Qu'inventons-nous en nous pensant comme chose qui pense ? L'expression « être une chose qui pense » intéresse parce qu'elle manifeste un écart entre ce que je me sens être, sujet pensant, et ce que l'on pourrait dire de moi, ce à quoi l'on pourrait me réduire, une chose qui pense. Considérée en tant que chose qui pense, ma pensée est purement et simplement ramenée à une substance qui en est la cause. Or, il semble qu'il manque précisément quelque chose dans cette expression pour désigner ce que signifie penser pour une subjectivité. Au fond, la subjectivité ne désigne pas un certain mode de pensée de la chose qui pense, mais plutôt une manière de se rapporter à la chose qui pense. Autrement dit, la subjectivité est une pensée au sujet de l'être de la chose qui pense, et c'est dans ce positionnement que naît la conscience de soi. La conscience de soi est donc ce par quoi une pensée se rapporte à l'être de sa pensée, de telle sorte qu'elle révèle ce que la philosophie scolastique nomme « etseité », et qui désigne l'ensemble des caractéristiques qui fait qu'une chose est précisément cette chose-là. Autrement dit, s'il y a bien une chose qui pense, son être ne peut être ramené à une quiddité, c'est-à-dire à une essence commune qu'une définition peut exprimer, mais à un être individué dont il est fondamentalement impossible de préciser ce qui est à la base de son principe d'individuation. Nous pouvons ici revenir sur notre examen précédent du problème de la définition substantielle de la pensée, que cette substance soit matérielle ou spirituelle. En effet, la difficulté avec le concept de substance ou d'être était, nous l'avons dit,
la permanence de cet être dans le temps, autrement dit, sa stabilité ontologique, alors même que l'expérience subjective de la pensée se donnait à voir dans le devenir, et qu'il ne semblait pas pouvoir y avoir d'être pour une chose pensante, mais seulement une existence. Or, ce que signifie cette existence n'est pas autre chose qu'un principe d'individuation de la chose pensante, comme étant toujours cette chose-là qui pense, c'est-à-dire un principe par lequel une pensée n'est pas le fruit d'une substance commune et définissable, mais précisément individuée et particularisée par l'acte de la pensée elle-même. Ainsi, le cerveau, entendu comme substance matérielle de la pensée, n'est pas une chose qui pense, au sens où nous pourrions entendre une chose sous le sens de la quiddité, c'est-à-dire en la rapportant à une définition commune. Mon cerveau ne serait alors qu'un cerveau parmi d'autres, définissable comme les autres, mais une chose qui pense au sens de l'échéité, c'est-à-dire, à savoir, cette chose-là précisément, au sens où mon cerveau existe particulièrement, parce qu'il est particulièrement investi, modifié, altéré par ma pensée, comme le montre l'exemple de la plasticité cérébrale. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici, nous pouvons reconsidérer les débats contemporains sur la possibilité théorique et technique de fabrication d'une pensée artificielle. Une telle pensée n'implique pas seulement un traitement complexe de l'information, mais une individuation dans le traitement des données. Une telle individuation se manifeste par exemple dans les efforts contemporains dans la fabrication de machines capables d'apprendre, où l'enjeu n'est pas seulement de la collecte de données, mais bien l'interprétation de ces données. Par exemple, alors que les programmes informatiques restent attachés à des contenus syntaxiques, c'est-à-dire à des règles formelles d'organisation de symboles, alors que la pensée humaine est, elle, sémantique, c'est-à-dire capable de se rapporter à la signification, au sens, et donc capable d'individuer son rapport conscient au monde. La conséquence philosophique est importante ici. Si je suis une chose qui pense, je ne peux, en tant que conscience, être rapporté à une définition générale et commune, et c'est en cela que je suis une chose individuelle, c'est-à-dire un être qui ne se retrouve pas ailleurs de la même manière et qui est, plus encore, capable de se changer. Là où la machine n'est pas unique en ce que ses modes de traitement de l'information sont toujours reproductibles, la pensée est toujours une chose particulière et individuelle. La proposition cartésienne qui consiste à caractériser la chose qui pense à partir des fonctions qu'elle actualise apparaît alors sous un jour nouveau. Elle permet de comprendre que la pensée ne supporte de définition que dans son processus, dans son flux, c'est-à-dire dans sa continuelle actualisation. La pensée n'est donc pas un attribut, parmi d'autres, de la chose qui pense, mais sa condition même d'existence, et c'est en cela qu'il a été possible d'identifier la pensée, et ce qui pense, le cogito et le cogitatum. Un être qui serait une chose qui pense, pourrait donc être dit individué, en ce que la pensée, comme nous l'avons vu, est nécessairement pensée particulière et ne peut être, en tant que telle, rapportée à toute autre pensée autrement que par des rapports de proximité ou de rapprochement, mais jamais de pure identité. Une chose qui pense est donc nécessairement cette chose-là, c'est-à-dire individuelle. Et elle pourrait aussi être dite existante, c'est-à-dire non pas figée dans une substance ontologiquement stable, mais capable, en raison de la nature même de la pensée, de se projeter dans une forme différente, c'est-à-dire d'être toujours hors d'elle-même. Rendue consciente, la chose qui pense apparaît donc paradoxalement comme toujours consciente de n'être pas, mais de devenir, et en cela, elle peut être bien une chose si nous nous souvenons que la chose est ce qui se manifeste et que l'on ne désigne qu'en tant que telle.